Bonjour, je vais vous présenter du coup la partie du projet relative à des scénarios de déploiement de l'agroforesterie pour différents territoires du Grand Est, à partir d'un modèle qui est intégré à la plateforme Maëlia. Donc, sont associés à ces travaux des collègues de l'AE, de MyLab et de Simula, donc pour ce qui est des questions techniques relatives à la plateforme de modélisation ou l'acquisition de données sur les arbres ou de données nécessaires pour simuler des territoires. Ok. Ah, je reparti en arrière. Bon. Donc les objectifs de cette partie du projet, donc c'était le développement et l'intégration de modules biophysiques agroforestiers dans la plateforme de simulation Maëlia et d'évaluer des scénarios de déploiement de systèmes agroforestiers intraparcellaires sur des parcelles de différents territoires. Et donc, le découpage de ce travail, donc c'était ça, c'était l'intégration de modules de dynamique et d'interaction entre arbres, cultures et sols dans la plateforme Maëlia. Ensuite, évaluer le modèle agroforestier, recoder et éventuellement ajuster quelques paramètres pour essayer de mieux coller à des données récoltées, et notamment en comparaison à des compilations de données sur les arbres et sur les cultures pour évaluer les modules de croissance. Et ensuite, on a également comparé les biomasses simulées avec des données mesurées, estimées, avec le paramétrage par défaut du modèle, donc le modèle pris tel quel avec ses paramètres pour différentes plantes et après quelques ajustements relativement limités, mais pour essayer de coller un peu mieux aux données observées. Et ensuite, à la fin, on a fait quelques scénarios de déploiement de systèmes agroforestiers sur quelques parcelles du nord-est de la France. Donc, quelques mots sur la plateforme Maëlia. Qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de modélisation qui permet de simuler les activités agricoles à différentes échelles, que ce soit à l'échelle d'une parcelle ou de plusieurs parcelles, donc d'exploitation ou même de territoire agricole. Et c'est un système, c'est un simulateur à base d'agents avec des jeux de paramètres et un système d'information dans lequel, du coup, pour instancier un territoire, on peut avoir besoin de données relatives aux parcelles, aux cours d'eau, aux forêts, au sol, à la météo, etc. Et les objectifs, on va dire un peu grossiers de cette plateforme, c'est de faire l'évaluation multicritères et multiniveaux de scénarios de systèmes agricoles, également de filières de transformation, de recyclage de biomasse, de changements globaux, etc. Et quels peuvent être les impacts sur les cycles de l'eau, de l'azote, du carbone, les productions, les performances économiques et le travail. Et donc, cette plateforme, elle simule au pas de temps journalier les activités agricoles. Donc, on a une représentation quand même assez fine des choses, même si les modèles qui sont embarqués peuvent être assez simplifiés. Donc, chaque parcelle, système de culture, exploitation, unité de transformation et de recyclage de la biomasse sont représentés indépendamment, donc à ce pas de temps journalier. Et donc, on peut simuler les interactions entre des activités humaines, des processus écologiques, des modes de gestion, des ressources agricoles et naturelles au sein d'un territoire, au sein d'une exploitation, d'une parcelle, etc. Donc, on simule vraiment chaque parcelle d'un territoire qui va être, on va dire, la résultante de diverses rotations, sols, pratiques, etc. Voilà. Donc, sans trop rentrer dans les détails, il y a plein de modèles qui sont intégrés, qui sont activables ou pas, en fait, en fonction de ce que vous voulez simuler. Il y a notamment des modèles qui simulent, qui représentent le comportement des agriculteurs. On a des modèles sol-plantes qui représentent la croissance des cultures et du sol. Donc, on a un modèle qui s'appelle AquiDNC pour les sols de grande culture. On a un modèle prairie qui s'appelle ERPSIM. Il y a aussi également un modèle très connu qui s'appelle SWAT sur l'hydrologie des ressources en eau. Il y a aussi des modules filières, etc. Et donc, voilà, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est ce qui a été fait dans le cadre de ce projet, c'est l'intégration d'un modèle agroforesterie qui s'appelle YieldSafe. Et donc, le choix de ce modèle s'est fait plutôt, il existe quelques modèles agroforestiers et ce modèle a été développé dans le cadre de projets européens. Il est relativement simple, vous verrez. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Mais voilà, le choix s'est porté sur ce modèle puisqu'il était relativement simple et facile à intégrer et assez bien, on va dire, en lien avec la philosophie de Maëlia qui est d'avoir des modèles assez simples pour faire les simulations. Donc, on a quand même des territoires à simuler, donc c'est des temps de calcul qui peuvent être relativement importants, etc. Donc avoir des modèles simples, ça a certains avantages.
Et donc, ce modèle, très rapidement, vous allez voir que c'est une représentation très simplifiée du système, où on représente la croissance des biomasses, d'arbres, d'herbacées, et les flux d'eau dans le système. Il y a un réservoir d'eau dans le sol, unique. Voilà, c'est aussi une représentation du sol très simplifiée. Et donc, on simule au pas de temps journalier la croissance des biomasses des arbres en fonction des radiations, de l'efficience d'utilisation de ces radiations, de la limitation de la ressource en eau, et puis aussi des pertes de biomasse, des retombées de biomasse au sol, par exemple, régulières. Et donc, ce qui n'est pas pris par l'arbre va arriver à la culture, et ce qui n'arrive pas à la culture va arriver au sol. Et donc, même chose, on va décrire l'évolution de la biomasse au cours du temps des cultures en fonction des radiations interceptées, de l'efficience d'utilisation de ces radiations et de la limitation dans le système. Et puis, on peut faire des bilans d'eau dans le sol, etc. Et puis, il y a donc en entrée du système quand même peu de données qui sont les radiations, d'autres données climatiques comme les précipitations, la température qui va jouer également, et la version qui était intégrée au modèle. Il y a eu quelques évolutions dans certains articles de la littérature, mais c'est ce modèle, le modèle un peu originel, qui a été publié en 2007 par Van der Werf et al., donc qui a été recodé dans Naïve. On disait ça a des avantages d'avoir un modèle simple, c'est aussi des inconvénients, parce que des fois ça fait des simulations pas très réalistes. Donc je vais commencer à gauche. Le démarrage du travail, c'était une fois le modèle recodé dans la plateforme, on a voulu savoir comment est-ce qu'il se comportait en simulation par rapport à des données. Et donc dans un premier temps, on s'est intéressé aux cultures, et donc on a comparé en fait les simulations faites par le modèle à des rendements potentiels, on va dire à dire d'experts dans différents territoires. Donc on a retenu 3 territoires pour l'étude. Au démarrage, on voulait simuler 2 territoires de la région Grand Est, donc il y a un territoire dans la Meuse et un dans le Haut-Rhin. Et puis on avait aussi des données de territoire suite à d'autres travaux dans les Yvelines. Donc on s'est dit, bon, on est encore un peu dans le nord-est de la France, ça permet de balayer un peu plus large et d'avoir des simulations complémentaires. Et donc, ça a été de comparer des rendements à dire d'experts, on va dire potentiels, par rapport à ceux simulés par le modèle dans des conditions non limitantes en eau. Vous avez vu, une des limitations de la croissance des arbres, c'est l'eau. Et donc, on a bloqué cet effet pour voir quel pouvait être le rendement maximum qu'on pouvait obtenir en simulation sans contrainte liée à la ressource hydrique. Et donc, ce que vous avez ici, c'est en rouge les rendements potentiels, donc à dire d'experts, et ensuite différentes simulations réalisées avec les paramétrages par défaut du modèle pour différentes cultures. Il y a du blé d'hiver, du colza, du maïs fourrage, du maïs grain et de l'orge d'hiver. Donc, par défaut, on peut déjà commencer par dire qu'on peut obtenir par moment des rendements pas très réalistes. Bon, pas si on peut atteindre 300 quintaux par hectare en 30 tonnes, donc c'est 30 tonnes par hectare de rendement, ça n'est pas très réaliste. Et donc le jeu ici, ça a été un petit peu d'ajuster certains paramètres. Donc il y a les simulations par défaut en vert, et on voit que pour certaines cultures, on n'est pas très loin, en moyenne, en médiane, des données expertes. Et on a donc dans un deuxième temps introduit, donc c'est plutôt en bleu ici, des paramètres liés à la phénologie qu'on avait dans d'autres modèles. Donc par exemple, le nombre de degrés jour pour atteindre un certain stade de la plante. On a un petit peu réinjecté ça, puisqu'on avait aussi ces paramètres dans les formalismes de ce modèle. Et donc on a pu voir si ça permettait ou pas. On voit par exemple dans le cas du blé d'hiver, où on revient à des valeurs moyennes à peu près concordantes avec le potentiel, même si on a encore des écarts énormes et des valeurs extrêmes très importantes. Et ensuite, il y a, pour quelques plantes, pas toutes, là où on voit des différences entre simulé, phéno et phéno-RUE, on a ajusté un paramètre qui est assez souvent ajusté pour ce type de modèle, c'est l'efficience d'utilisation des radiations. On a juste un petit peu ajusté ces valeurs dans des gammes, on va dire, qu'on peut retrouver assez communément dans la littérature. Et donc là, par exemple, on n'a pas changé les valeurs puisqu'on trouvait que c'était relativement satisfaisant, et puis il y en a d'autres pour lesquels on a ajusté cette valeur. Donc là, on va dire qu'on a obtenu un jeu de données de paramètres qu'on a estimé satisfaisant, même si ça n'est pas complètement au regard de la simplicité du modèle, et qu'on a ensuite comparé à des simulations sur 20 ans des rendements agricoles, donc des statistiques agricoles agrestes au niveau départemental par rapport à des simulations faites par le modèle sur des parcelles de ces territoires. Voilà. Et donc, en gardant les paramètres fixés ici,
On a regardé un petit peu ces simulations sur les 3 territoires et on a donc conclu que globalement, après l'ajustement des paramètres, pour la plupart des situations, on a des valeurs qui n'étaient pas vraiment significativement différentes des données observées donc de statistiques agricoles. Encore une fois, on a par exemple pour le blé d'hiver des rendements qui sont quand même un peu élevés. Alors pour ce territoire-là, pour la Meuse, ici on a quand même des rendements qui sont beaucoup plus proches des observations, donc on voit aussi qu'il y a des différences entre territoires. Et globalement, voilà, on s'est arrêté un petit peu à ça pour les cultures, en se disant, bon, en l'état actuel, et vu la simplicité du modèle, est-ce qu'on peut vraiment obtenir mieux? C'est pas certain. Il faudrait développer des formalismes supplémentaires dans le modèle pour améliorer ces simulations. Donc en l'état, on a gardé le modèle par faute de temps aussi. Donc ça nécessite quand même des développements de pouvoir améliorer encore les simulations par rapport à des données observées. Donc ça, c'était pour les cultures. Et on a fait un peu le même exercice sur les arbres. Donc là, par contre, pour les données des cultures, on avait peu de données, voire pas de données sur les sites expérimentaux suivis dans le projet. Donc là, on avait par contre des données mesurées sur les arbres, notamment des mesures de diamètre et de hauteur pour les différents sites qui ont été présentés précédemment. Et donc là, on a pu comparer dans des systèmes agroforestiers des biomasses simulées par rapport à des biomasses, on va dire, estimées. Donc, on a des mesures soit de diamètre qui nous permettent avec des fonctions d'estimer une biomasse. J'ai vu que maintenant on pouvait avoir des biomasses sur le site de la mesure, donc il serait intéressant de comparer. Ici pour la mesure, pour les peupliers, on avait une fonction, des fonctions allométriques un peu différentes qui étaient à partir du diamètre et de l'hauteur mesurée pour les convertir en biomasse et les comparer avec les sorties du modèle. Donc en haut à gauche, ici, vous avez les biomasses simulées par rapport aux biomasses estimées avec le paramétrage par défaut proposé dans les publications relatives au modèle InSafe. On avait 4 essences pour lesquelles on avait des paramétrages qu'on pouvait comparer à des données observées. La variabilité que vous pouvez observer ici, c'est la variabilité des estimations de biomasse en kilogrammes par arbre. Donc il y a entre 12 à 19 arbres mesurés par site. Donc on peut voir ici, par rapport à ces biomasses simulées, c'est que voilà, on n'est pas vraiment super dans la plupart des situations pour simuler ces biomasses. Après, donc en 6 à 12 ans, en fonction des sites. Mais voilà, on a du coup ensuite essayé de reparamétrer, ajuster un petit peu quelques paramètres pour certains arbres, mais pas tous. On peut prendre pour exemple le merisier qui n'a pas été reparamétré. On peut voir par exemple sur un site comme ici à Montenoy, on a une tendance à sous-estimer par rapport aux biomasses estimées les simulations. Puis on a d'autres situations comme ici à une cour où on a tendance à surestimer la biomasse par rapport à la biomasse, on va dire mesurée, estimée. Dans ce cas de figure du merisier, finalement, on a des cas où là on est très bien, par exemple à Pixérécourt, et des situations où on a tendance à surestimer ou sous-estimer. Donc dans un cas de figure comme ça, c'est un peu difficile de dire on va reparamétrer. Faut peut-être imaginer qu'il y a des effets sur les sites qu'on n'est pas capable de prendre en compte pour bien simuler la croissance de ces arbres. Et d'autres, par contre, où on a pu faire un travail un petit peu de réajustement de données. On voit par exemple le robinier ici, qui est, on va dire, très sous-estimé. Alors, on avait une biomasse simulée proche de 0, hein, on va dire. Et après ajustement, donc on a ajusté des paramètres relatifs à l'efficience d'utilisation des radiations. On arrive à avoir une simulation qui n'est pas, on va dire, proche des biomasses mesurées, mais on a quelque chose qui est déjà mieux qu'auparavant. Et là, on peut voir qu'on a un autre site avec du robinier, donc même chose. Là, on est dans une situation soit surestimée ou sous-estimée par le modèle, donc c'est un peu difficile de trancher, d'aller plus loin sans affiner des choses dans le modèle. Donc on s'est un peu arrêté aussi à cette situation, sachant qu'on a également une énorme variabilité sur les biomasses estimées. Donc bon, finalement, est-ce qu'on est si différent que ça? C'est des biomasses mesurées, c'est un peu difficile à évaluer. Et on a fait la même chose sur du coup le peuplier à la bondule, pour lequel on a des données en dynamique, donc pas juste une année de mesure. Et donc là, on a juste rajouté un petit paramètre, l'efficience également d'utilisation des radiations, le paramétrage par défaut avec tendance à simuler une biomasse un peu supérieure aux mesures. Et après un léger ajustement de ce paramètre, on arrive finalement à des biomasses simulées relativement proches des observations au cours du temps. Donc là, je disais juste avant, finalement, là, on a estimé les biomasses aériennes via des fonctions allométriques, mais voilà. Aujourd'hui, on pourra aussi le faire par rapport à des données mesurées
en réel de masse d'arbres. Donc après avoir comparé ces données simulées par le modèle par rapport aux cultures, par rapport aux arbres, voilà ce que le modèle est capable de simuler pour un système agroforestier donné. Donc on voit ici l'évolution sur 25 ans du rendement d'une culture et de la biomasse d'une naissance d'arbres associés. Donc dans ce cas de figure-là, c'était une monoculture de maïs grain non irrigué, avec des peupliers avec une densité de 50 arbres par hectare. C'était sur une des parcelles des territoires qu'on a simulés, donc sur le Haut-Rhin, et avec une projection climatique RCP 4.5 pour avoir des données climatiques projetées dans les années futures. Ce qu'on voit, c'est que globalement, il y a une tendance au cours du temps à une diminution du rendement de la culture au fur et à mesure que l'arbre pousse. Voilà, essentiellement lié à l'utilisation des radiations par l'arbre qui va se faire au détriment de la culture et également probablement la ressource en eau qui doit être d'autant plus partagée entre les deux cultures associées. Ça, c'est une simulation pour un système, c'est un exemple, mais la tendance est à peu près la même sur tous les systèmes, c'est-à-dire une diminution des rendements au cours du temps, au fur et à mesure que l'arbre pousse. Et donc, on a simulé différents systèmes sur différents types de territoires. Et le juge de paix qu'on s'est mis là pour comparer ces simulations, ces systèmes agroforestiers par rapport au système, on va dire, non associé, on a utilisé le rapport de surface équivalente, donc qui est calculé comme ceci, donc l'N d'équivalent ratio en anglais, l'acronyme LER. Donc le calcul simplement, c'est le rendement des cultures associées par rapport au rendement à un témoin simulé en rendement de culture seule. Et donc ici, pour on va dire combiner les rendements de différents types de cultures entre elles, on a converti les rendements en énergie, donc c'est la somme de l'énergie produite au bout de 25 ans dans les différents types de systèmes. Et pour les arbres, le critère, c'était le volume de bois pour les arbres associés, donc en comparaison à une simulation arbre seul, ici à 200 arbres par hectare par rapport à 50 pour les systèmes agroforestiers. Donc on a simulé sur 3 territoires différents systèmes, un peu 2 à 2, c'est-à-dire qu'on retrouvait par exemple du blé maïs grain sur 2 territoires ou du colza de orge sur 2 autres, 2 types d'arbres merisiers peupliers. Et donc l'idée de simuler dans différents territoires, c'était d'avoir différents types de sols, différents types de climats. Donc on avait des sols un peu différents en fonction de ces différents systèmes, des textures de sol fines dans la Meuse, moyennes en Haut-Rhin et moyennes fines dans les Yvelines, des températures moyennes annuelles un peu différentes également, et également des précipitations un peu différentes. Et donc voilà, l'idée c'est de comparer donc en relatif ces rendements de culture associés par rapport à des cultures seules, et ce qu'on voit c'est que ce rapport de surface équivalente, ce LER, il est, on va dire, en moyenne, on va dire globalement supérieur à 1 dans la plupart des situations, excepté une situation ici. On voit que les systèmes en Eurasie ont des LER ici en haut supérieurs à ceux en peuplier. Dans les simulations, ça s'explique parce que les rendements en peuplier en arbre seul sont relativement plus importants que ceux en associé, en comparaison aux merisiers, ce qui fait que du coup les merisiers ont un meilleur LER. C'est comme ça que j'explique cette différence. Et donc voilà un peu ce qu'on peut faire avec ces calculs. Donc on est en relatif, évidemment en absolu, ça pose certaines questions, parce qu'on a vu que des fois des rendements de culture étaient un peu étranges, mais peut-être qu'en relatif, on peut penser que ces résultats sont assez intéressants et assez en lien avec ce qu'on peut retrouver dans la littérature, c'est-à-dire que les LER qu'on obtient ici sont assez cohérents avec ce qu'on a pu obtenir soit par simulation, soit par mesure dans différents systèmes en agroforesterie tempérée. Souvent de l'ordre de entre 1,1 et 1,4. Donc en conclusion, on voit avec ces résultats un peu le potentiel d'un modèle pour évaluer les effets du déploiement de systèmes agroforestiers, mais on voit aussi un peu les limites que ça peut avoir. En gros, la conclusion principale de ce travail, c'est qu'on a un rapport de surface équivalente supérieur à 1 dans la majorité des situations. Ça suggérait donc une production supérieure des plantes en association par rapport aux monocultures à surface équivalente. Cependant, on a quand même un manque de références concernant les systèmes agroforestiers de long terme dans la région, mais plus généralement climat tempéré. Et ça induit forcément des incertitudes relativement importantes sur le paramétrage et les sorties du modèle.
Là, on a comparé à des données d'arbres qui ont une dizaine d'années. On fait des simulations sur 25 ans. C'est pas vraiment, si on est très réaliste, après 25 ans. Donc, il y a quand même une nécessité de nouvelles acquisitions de données et d'amélioration de modèles pour évaluer et renforcer les qualités de prédiction à plus long terme des outils de modélisation pour arriver à en faire des outils d'aide à la décision. Donc là, on va dire, un embryon d'outils d'aide à la décision, mais ça nécessite quand même d'être consolidé, validé pour être un peu plus certain de ses sorties. Et donc, pour ça, on a de nouveaux projets en démarrage là dans les 5 prochaines années. On a un projet lié au haies qui s'appelle Tetrae, donc qui va concerner le stockage de carbone dans les biomasses et dans les sols à proximité des haies. On envisage de développer le même type d'outils de modélisation, de simulation des biomasses, et d'essayer de coupler ces modèles, dont celui que je viens de montrer, avec des modèles de carbone du sol. On va essayer d'avoir un outil avec un critère supplémentaire qui n'est pas que la production de biomasse et les flux d'eau, mais aussi pour avoir le stockage de carbone dans les biomasses et dans les sols. Et on a aussi, sur le PPR Faire Carbone, un projet ciblé sur l'économie territoriale, très en lien avec la plateforme Aelia qui s'appelle SLAMBI. Et donc, dans ce projet, on a une tâche dédiée aux poursuites de ces travaux sur l'agroforesterie, pour essayer d'aller confronter ce modèle à plus de données, voir comment est-ce qu'on peut améliorer ce modèle, on peut l'étendre aussi. Je parlais de stockage de carbone, c'est une perspective qui peut être envisageable dans ce travail.